Bon, faire aujourd'hui un nouveau thème qui est en rapport avec le thème précédent. Je rappelle que le thème précédent, c'était un monde subversif. Le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est l'alimentation et les variations climatiques. Donc, ça touche un peu le monde subversif. Et avant de commencer, on va prier, confier le moment à Dieu. Donc, on prie ensemble. Merci Seigneur de nous avoir rendus justes, saints et sans péché devant toi, non pas par nos œuvres relatives à la loi de Moïse, car selon elle on devait aller en enfer. Merci de ce que tu nous as rendus justes par la foi en l'eau du baptême de Christ, en sa mort, en son sang qui a coulé, en sa résurrection. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné le Saint-Esprit que tu avais promis donner à tous ceux qui croiraient en tes œuvres. Merci pour ce moment, merci pour les mots, les versets, les explications que tu nous as donnés. Et merci de ce que tu as permis que l'exposé se passe bien, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, on t'a prié, Père. Merci de ce que tu nous as exaucé. Amen. Voilà, donc avant de commencer le nouveau thème, je vais demander aux justes s'ils ont des questions. J'insiste vraiment parce que quand ce n'est pas interactif, parler pendant 2 heures, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Voilà, alors, même si vous n'avez pas de questions maintenant, pendant l'exposé, si vous avez des questions, plutôt que de la poser automatiquement, levez la main et puis attendez que je vous interroge. Mais si vous avez des questions sur le monde subversif qu'on a vu, ce ne serait pas mal quand même. D'accord, première question déjà, et puis... si peut-être vous avez fait des recherches, d'abord, avant même de commencer, j'aimerais donner, j'ai parlé des dessins animés la dernière fois, voilà, mais j'aimerais donner un dessin animé qui est sorti en 1931, donc le premier que je vais voir sur Zender, c'est un super dessin animé. En 1931, les gars parlaient déjà du nouvel ordre mondial, de la sodomie, de la pédophilie, de tout ça déjà. Le dessin animé s'appelle Bimbo. C'est l'histoire d'un jeune à qui on dit est-ce que tu veux rentrer dans une secte? Et puis le gars, il veut pas, mais le dessin animé est super amusant. Ça fait rire, quoi. Donc, c'est en 1931. On demande est-ce qu'il veut rentrer dans une secte. Il dit, il veut pas. Les gars font tout, ils font tout. Il dit, il veut pas. Et puis, au dernier moment, ils ont tout tenté. Ils font entrer une go. Et puis, la go... Ils font entrer une go, la go lui dit de rentrer dans une maison, il rentre, et puis il découvre le même monsieur qui lui dit est-ce que tu veux rentrer dans la secte? Le gars dit non, il veut pas. Et puis le gars là, il enlève son corps, c'est une femme. Donc la femme commence à tourner ses reins devant lui, et puis elle lui demande tu veux rentrer mais tu veux pas rentrer? Le souris même déjà là, le lui n'a pas besoin de sortir. Il est heureux jusqu'à il est heureux. Et il rentre dans une autre salle où en réalité, toutes les personnes qui lui demandent de rentrer dans la secte se sont transformées en femmes. Et puis il est tellement content qu'il commence à danser avec eux-mêmes. Mais quand vous allez voir le dessin animé, il y a tout dedans. Or le dessin animé est sorti en 1931. Bon, le truc c'est que j'ai pris le dessin animé sur WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi c'est pas rentré dans ma galerie. Je ne comprends pas. Oui, j'ai pourtant téléchargé. Donc, normalement, ça devait rentrer dans ma galerie. Voilà. Je l'ai maintenant. Donc, le premier que je vais voir sur Zender, je vais lui envoyer ça. En attendant, le juge, tu peux poser ta question. C'est concernant les gens qui sont possédés par des démons.
et qui se permettent, ou bien ces démons-là font qu'ils arrivent à faire des trucs ignobles. Donc moi je voulais savoir si le fait qu'on soit possédé des démons et les péchés qui sont en nous lorsqu'on est, les 12 péchés qui sont en nous lorsqu'on est, sont en rapport avec ces démons-là, ou bien il y a une séparation. D'accord. Merci pour ta question. C'est une très belle question. Mais j'aurais préféré des questions sur le monde subversif. Mais effectivement, quand on est... les démons n'ont rien à voir avec les 12 péchés, quoi. C'est-à-dire, l'enfant qui tète et qui mord les seins de sa maman, ce n'est pas le démon de la morsure qui lui dit « Allez, mords les seins de maman, mords les seins de maman. » Ça n'a rien à voir. Celui qui m'a trouvé peut se connecter à moi. Personne? Ok. Quelqu'un d'autre a une question? Aucune? D'accord. Donc on passe à l'alimentation et aux variations climatiques. Le livre 17, page 18, paragraphe 3. Variations climatiques et alimentation détruite. Livre 17, page 18, paragraphe 3. En ces temps, la situation politique internationale est très instable et compliquée. Ces incertitudes ne sont pas temporaires ou limitées, mais elles sont maintenant globalisées. Il semble que nous retournions à la loi de la jungle, où le plus fort prévaut sur le plus faible. Par contre, il y a de plus en plus de désastres météorologiques et écologiques dus aux changements anormaux de climat causés par les effets écologiques. Des famines sérieuses s'approchent alors que l'écosystème a été dégradé et la chaîne alimentaire est détruite. Ce ne sont que des sujets perturbants et inquiétants qui remplissent les nouvelles de nos jours. Il semble que ce monde soit totalement désespéré. Ici, le révérend nous parle donc des variations climatiques. Avant cela, il a présenté le fait que le monde soit dans une politique instable. Bon, là, on en a longuement parlé dans un monde subversif. Comment les nations vont se mettre ensemble, comment la Chine, comment la Russie, comment l'Inde, etc., comment l'Iran vont se mettre ensemble pour non seulement détruire économiquement les États-Unis, comment les États-Unis vont petit à petit s'effondrer, et puis on va arriver au fait que Israël soit annexé. Maintenant, je voudrais un peu m'excuser pour souvent ma méthodologie, dans la mesure où c'est peut-être, c'est-à-dire à chaque fois je ressens le besoin de rentrer dans les détails. De rentrer dans les détails pour dire comment ça va se mettre ensemble, ou bien quand je parle de l'alimentation par exemple, je vais rentrer peut-être dans des thèmes techniques, etc. C'est peut-être évident de dire, bon, le sucre c'est pas bon pour la santé. Bon, maintenant, comment dans les détails le sucre n'est pas bon pour la santé? C'est pour ça que souvent je rentre dans des détails un peu techniques qui font que j'ai souvent l'air d'un médecin en herbe ou bien d'un infirmier. Mais par rapport à ça même, souvent le Respo Amos parle du fait de faire lavement et que c'est bon pour la santé, ça nettoie le côlon. Bon, moi avant j'avais un problème, c'est que je ne peux pas comprendre que quelque chose qu'on met là-bas puisse soigner, quoi, parce que je me dis que bon, là-bas c'est caca, quoi. Donc bon, comment les médicaments rentrent là-bas? En fait, je trouvais ça bizarre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, pendant la digestion, là où les vitamines sont extraites, là, ce n'est pas dans l'estomac. On a pensé plusieurs fois que c'était dans l'estomac, mais ce n'est pas dans l'estomac. Ça commence à partir de l'intestin grêle. C'est là-bas que les vitamines sont extraites et puis partagées dans tout l'organisme. Maintenant, pour faciliter la digestion,
ça commence déjà par la bouche. J'ai demandé à un frère de faire la recherche pour moi et j'ai fait aussi d'autres recherches. Pour avoir une bonne digestion, il faut mâcher au moins pendant plus d'une minute l'aliment. C'est-à-dire avant d'avaler là, ce que tu mets dans ta bouche là, il faut mâcher ça au moins pendant plus d'une minute. C'est-à-dire au moins une minute. Or, ce qu'on constate là, bon, on t'a servi avec tes frères. Ou bien ce sont les mongrels qui sont autour du plat. Donc, pendant que tu avais les licaons, tu as voulu la mettre dans ta bouche et puis tu as mâché pendant une minute. Oh, il y a les gars qui ont le pouvoir, qui ont les doubles bloqués boulés. Pendant que tu as ton premier coup, lui, il a son troisième coup déjà. Il a au moins 3 coups d'avance sur toi. Donc, si tu dois bien digérer, mon frère, tu vas avoir faim. Donc, ça commence d'abord par le fait de bien mastiquer l'aliment. L'estomac va faire son travail et puis ça va acheminer donc les aliments broyés dans les intestins parce que l'estomac ne peut pas faire le travail des dents. Maintenant, ce qui se passe dans le côlon, là, dans le gros intestin, il y a des champignons qu'on appelle des candida albicans. Candida albicans. C'est-à-dire, ils sont dans le côlon, ils sont bloqués par certaines bactéries pour ne pas quitter le côlon. Mais ils sont très importants dans la distribution des nutriments, dans la distribution des vitamines vers le corps. Mais le truc qui est bizarre, c'est que ils se nourrissent de sucre. Ouais, ils se nourrissent de sucre encore. Ils adorent le sucre. Maintenant, si tu les nourris trop de sucre, c'est-à-dire si tu consommes beaucoup de sucre, ils deviennent de plus en plus forts, ils deviennent de plus en plus nombreux. Qu'ils deviennent de plus en plus nombreux, les bactéries qui sont censées les bloquer dans le côlon, là, non seulement ils les frappent, et puis eux-mêmes, là, ils s'éparpillent dans ton corps, ils s'éparpillent dans tout le côlon. Et ça fait que tu es sans cesse fatigué, parce que ce sont eux qui arrivent à gérer la fatigue. Donc une fois que eux, ils sont atteints, tu es sans cesse fatigué. Deuxièmement, ils te créent des constipations. Ou bien souvent, il y a de la glaire dans tes selles. Donc, ce n'est même pas dû peut-être à Coco, le fait qu'on ait des glaires dans les selles, etc., le fait qu'on soit sans cesse fatigué. C'est dû simplement au fait que dans notre côlon, il y a des champignons dedans qu'on appelle Candida albicans. Parce que ceux-là se sont tellement multipliés, ça fait que finalement, tu as tous les problèmes pour aller aux toilettes, ou bien souvent, tu es constipé, après tu as la diarrhée, c'est-à-dire si tu n'es pas constipé, c'est que tu as diarrhée, tu ne fais jamais popo normalement. Donc, imaginez quelqu'un qui non seulement ne surveille pas son alimentation, mais qui ne se fait pas de lavement. Imaginez comment il peut avoir des troubles chroniques permettez-moi l'expression chiétale ou bien je ne sais pas ce que je vais dire. Imaginez comment il peut avoir ces troubles-là. Voilà, des troubles de la défécation, bien des troubles défécants, des troubles fécales. Ah. Parce que je ne prends pas ça du tout. Voilà, des troubles défécales. Voilà, ça au moins, ça passe. Des troubles défécales. Bon, tout ça l'a laissé. C'est pas grave, c'est qu'est-ce que vous comprenez. Donc, l'importance de faire des lavements. L'importance de faire des lavements. C'est-à-dire, ça a l'air de rien, mais voici comment c'est utile. Donc, c'est vrai, on dit c'est important de se purger, c'est important de se purger, mais pourquoi c'est important? C'est vrai que ça nettoie, mais quoi? Donc, en rentrant dans les détails, on voit ça. Ça permet de réguler la présence des candidats albicans.
Voilà, donc je me suis renseigné dessus. Donc c'est vrai qu'on en parle, mais moi-même là pour me purger, bon, c'est comme s'il y avait, il y a un blocage quoi. C'est souvent même les gars écrasent, mes petites soeurs écrasent tout ça, on met dans le truc, mais au moment de, ça bloque. Ça, je sais pas, c'est programmé pour que quelque chose sorte, mais pour que quelque chose rentre, bon. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir me libérer de ce blocage qui est dans la tête. Ouais, quand il est tombé malade, peut-être. Mais ta parole est vaincue. Donc, les variations climatiques. Dieu a conçu le monde de telle sorte qu'en chaque saison, il y ait un type d'aliment. Donc, généralement, ce que le révérend va nous présenter, et quand on va faire des recherches, on verra que en été, donc c'est le moment où les fruits vont sortir, évidemment, parce qu'il fait plus chaud. Donc on a besoin d'être hydraté, on a besoin des fibres qui sont contenues dans les fruits pour notre santé, pour notre tube digestif, etc. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, vu que la nature obéit aux saisons, une fois que les saisons sont déréglées, ça va faire que chaque aliment ne va pas sortir en sa saison. On a vu cette année, je ne sais pas si c'est normal qu'il pleuve tant en janvier, il a beaucoup plu en janvier, en décembre. Maintenant, à la limite, parler de saison des pluies, c'est compliqué. Vu que, bon, il pleut au moment où on ne s'y attend pas, l'harmattan même bof. Il va arriver un moment où les générations à venir ne vont plus connaître l'harmattan. Et il y a une loi en physique qu'on appelle la loi de Nikola Tesla. C'est-à-dire, ce que les physiciens font maintenant, c'est qu'ils ont amélioré, c'est quoi? Ils sont en mesure de faire tomber la pluie. Ils sont en mesure de ne pas faire tomber la pluie. Ils sont en mesure de provoquer des sécheresses. Ils sont en mesure de ne plus provoquer des sécheresses. C'est-à-dire, dans la volonté de s'ériger en Dieu, dans la volonté de s'opposer à Dieu, ils vont régler le climat selon ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent bloquer la pluie. Ça fait que les aliments qu'on devait avoir, on ne les a plus. Et puis même les aliments qui devaient sortir en leur saison ne vont plus sortir en leur saison. C'est-à-dire, pendant que j'aurai besoin de fruits en telle saison, ou bien j'aurai besoin de céréales en telle saison, eux, ils vont faire que dans la saison, là, il n'y a pas fruits, il n'y a pas céréales. C'est dans la saison où, à la limite, je n'ai pas besoin de ça, là. C'est là que se trouve la nourriture, là. Puisque maintenant, ils n'ont même plus besoin de pluie, ils n'ont même plus besoin de la nature pour pouvoir s'aimer. Ils sont en laboratoire, ils te créent une tomate, ils te créent une mangue, et puis à la limite, bon, ils s'en fichent pas mal. Donc, l'homme, maintenant, fait ce qu'il veut. Or, comme notre organisme est programmé selon les saisons, et que la nature, c'est pareil, une fois qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la nature, au niveau des saisons, au niveau du climat, il y a aussi un dysfonctionnement au niveau de notre organisme. Il y a aussi un dysfonctionnement au niveau des plantes qui doivent produire leurs fruits en leur saison. Automatiquement, on va se trouver avec une mauvaise alimentation. Or, notre santé est le reflet de ce qu'on mange. Donc, plus je vais mal me nourrir, moins je vais me sentir bien et moins je vais vivre longtemps et plus vite je vais mourir. Or, on doit vivre longtemps pour prêcher l'évangile, même pendant le martyre des saints. Autre chose, c'est que les hommes prennent à chaque fois des mesures pour blaguer les gens. C'est la loi sur le réchauffement climatique, les accords sur le réchauffement climatique, etc. Que le réchauffement climatique, c'est pas bon, et qui s'engagent à réduire
les gaz à effet de serre. Donc, ils s'engagent à réduire tous ces gaz-là qui vont détruire la couche d'ozone. Mais en réalité, c'est simplement des accords qu'ils prennent, mais ils ne changent rien. Ils ne changent rien parce que aujourd'hui, on voit que les calottes glaciaires qui sont au pôle sont en train de, dans les différents pôles, sont en train de fondre. Et plus ça fond, on a le niveau des mers, on a le niveau des océans qui ne cesse de grandir. Ça fait que non seulement les sols ne peuvent plus produire des plantes pour qu'on puisse se nourrir, mais en plus ça fait que les hommes ont de moins en moins d'habitants. Je vous rappelle que quand on parle du monde subversif, c'est un monde qui se détruit. Quand Dieu il a fait son monde, il a donné une place aux océans. Ça ne doit pas déborder. Mais les hommes, à cause du fait de détruire le climat, font que les océans montent et ça fait que la place de l'océan initial, ce n'est plus ça. Et c'est ce qui, à la longue, va causer les tsunamis, les ouragans, les cyclones, etc., etc. Donc, plus on va avancer dans le monde, plus on va avancer vers la fin des temps, on aura des tsunamis généralisés, on aura des cyclones généralisés, on aura des personnes qui vont perdre de plus en plus leur lieu d'habitation parce que la mer monte. Il y a des animaux qui ne vont plus exister. Pourquoi? Parce que leur habitat naturel sera détruit par la montée des mers. Tout ça, c'est le fait que l'homme, en réalité, va détruire, va désorganiser le système que Dieu a voulu. Page 22, paragraphe 2. Introduction des OGM, des SARS et des GM. Livre 17, page 22, paragraphe 2. Les scientifiques de ce monde préviennent qu'un tiers de la population mondiale pourrait mourir de maladies contagieuses comme la grippe aviaire. Nous avons vu des désastres du SARS l'an dernier. Beaucoup de gens essaient de développer des organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire OGM. Il y a déjà beaucoup d'aliments GM et nous sommes exposés au danger de cela que cela amène. Les hommes sont encore si courageux qu'ils continuent d'expérimenter et de développer cette nouvelle forme de vie sans faire attention aux signes alarmants de la nature. C'est logique qu'il y ait plus de désastres à l'avenir. Il n'y a pas de garantie qu'aucune autre maladie mystérieuse comme le SARS ne se répande comme les marées noires se répandent. Bon, c'est là on voit vraiment que le Saint-Esprit est avec le révérend, parce qu'au moment où le révérend est en train de parler, le coronavirus n'existe pas. C'est-à-dire le coronavirus n'est pas tellement connu. Je pense qu'on est en 2011, quelque chose comme ça, vu qu'il est en train de parler de la grippe aviaire. Or, le virus responsable de la grippe aviaire fait partie des virus qu'on appelle les coronavirus. Et le truc est, avec les virus corona, c'est que ils se répandent très facilement. Il suffit que quelqu'un éternue, le virus se propage dans l'air à une certaine distance. Et puis, quand le virus rentre dans les narines, ce qu'il fait, il s'accroche aux cellules qui sont dans le corps. Et puis, il demande aux cellules de le reproduire. Donc, au bout de 7 heures, les cellules qui sont en toi l'ont photocopié, l'ont reproduit jusqu'à eux-mêmes. Ils sont envahis, ils sont submergés. Je ne sais pas si vous voyez l'intelligence du virus. C'est-à-dire, il rentre en petite quantité en toi, mais son but là, ce n'est pas de te faire la guerre. Il y a vraiment des systèmes, quoi. C'est-à-dire, s'il y a vraiment des systèmes de guerre pas possible, son but n'est pas de te faire la guerre d'abord. Il fait de telle sorte que tu le multiplies. Tu le multiplies.
il devient plus nombreux que toi. Et puis finalement, ils détruisent ton organisme. Donc ça fait que tu as des problèmes pour respirer, tu as insuffisance rénale, c'est-à-dire à la limite, tu as tout en même temps. Oh, le révérend, depuis 2011, je pense que c'est en 2011, on a eu la grippe aviaire, si je ne me trompe pas. Non, 2006 là-bas. 2006 Ouais, 2006-2005. Ah, donc depuis là-bas, pendant que nous, on chantait « Oh, grippa, papa, grippa », j'ai dit « grippa ». Et puis, comme on appelle, Serio Nozo, genre, il démontrait le grippa dans... Lui, il annonçait déjà que il y aura des maladies comme la grippe aviaire, le SARS, qui allaient arriver. Et on rentre en 2020, automatiquement, coronavirus, je pense on est à 900 morts, quelque chose comme ça. 1000. Ah, 900 000. 1000 morts. Ah, on est à 1000 morts déjà. C'était hier. Donc, en quoi? En un mois. 1000 morts hier. Donc, on est déjà à près de 1000 morts. Mais, je soupçonne deux choses. Chez les illuminés, il y a un truc, ce qu'on appelle l'écran de fumée. L'écran de fumée, c'est quoi? C'est, on te présente quelque chose qui attire ton attention. Pourtant, dans le fond, derrière toi se prépare quelque chose. C'est comme la crise des gilets jaunes en France. Les gens ils ne font que regarder les gilets jaunes. Pourtant, derrière, ils sont en train de signer des accords sur l'immigration. Donc, les hommes sont plus focalisés par les gilets jaunes qui se plaignent. Et puis derrière eux, on signe des accords pour qu'il y ait une libre circulation des immigrés dans toute l'Europe. Ce que normalement, les populations n'auraient pas accepté. Si ce n'est pas une guerre, comment je peux dire ça, scientifique, parce qu'il n'y a pas longtemps, l'actualité en Chine, c'était la grève des gens de Hong Kong, si je ne me trompe pas. Donc, durant toute la fin de l'année, il y avait des marches à Hong Kong parce qu'ils voulaient être indépendants du gouvernement pékinois, du gouvernement chinois. Ils voulaient être indépendants de ce gouvernement-là. On rentre en 2020. Comment on appelle? J'ai oublié le nom de la maladie déjà. Coronavirus. Et puis automatiquement, les gars même de Pékin et les gars même de Hong Kong, qui on leur demande pardon, ils n'ont qu'à aller faire marche eux-mêmes. Ils ne peuvent plus marcher. Or, c'est là qu'on devait voir vraiment s'ils tiennent à avoir l'indépendance. Mais chacun est chez lui. Donc, si ce n'est pas une guerre scientifique, ça pourrait être une ruse du gouvernement chinois simplement pour faire passer la crise. Parce que c'est clair que si on finit avec cette histoire de coronavirus, les gens eux-mêmes ils vont avoir peur de sortir pour dire qu'ils veulent marcher. Il y a quelqu'un qui allait dire que si vous marchez, on va envoyer le coronavirus sur vous. C'est clair qu'ils ne vont plus marcher. Et ce qui est à la mode, donc le révérend disait, c'est ce qu'on appelle les organismes génétiquement modifiés. Donc, un organisme génétiquement modifié, comme son nom l'indique là, c'est un être vivant à la limite dont on a modifié les gènes. C'est-à-dire, les gènes c'est quoi? Les gènes, ce sont des composants de notre ADN. Ce sont les gènes qui disent à notre cellule, bon, faut que ses yeux soient noirs, faut qu'il ait un gros nez, faut qu'elle ait beaucoup de cheveux, faut qu'elle n'ait pas beaucoup de cheveux. Tout ça, ce sont les gènes contenus dans notre ADN qui font ça. Donc, si par exemple quelqu'un il a de longues oreilles, c'est parce que ces gènes-là ont communiqué le fait qu'il doit avoir de longues oreilles, etc., etc. Maintenant, comment les gens se servent de ça dans l'alimentation? Je prends un exemple. On dit que, bon,
je prends l'exemple du riz. On dit qu'il y a des bêtes qui gâtent le riz. Donc, ce qu'on va voir, on va chercher, mais les bêtes là, c'est quoi qui peut tuer ces bêtes? On va peut-être découvrir un autre organisme ou bien un poison qui fait que ces bêtes-là meurent. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le gène du riz et puis on va coller le gène du poison là, dans le gène du riz. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce serait purement technique. Donc, on colle ça, on met ça dans le gène du riz. Ça fait que le riz est complètement modifié. Donc, quand la bête là vient sur le riz, la bête là meurt. Parce que le riz dispose, la plante de riz dispose en elle des gènes qui peuvent combattre la bête. Donc, ça fait que nos cultures de riz qui pouvaient être détruites ne sont plus détruites parce qu'on a trouvé ce qu'il faut pour pouvoir détruire la bête. N'est-ce pas merveilleux? Il y a aussi le fait que dans mon champ, il y a de mauvaises herbes qui poussent. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que mauvaises herbes, on dit on ne doit pas dire ça parce qu'en réalité, il n'y a pas de mauvaises herbes. C'est pour ton champ que ça constitue une mauvaise herbe. On appelle ça les plantes adventices. En bon français, les herbes adventices. Donc, quand il y a de mauvaises herbes que je pulvérise un insecticide, ça peut détruire non seulement mes plantes, et puis ça peut détruire aussi les mauvaises herbes. Donc ce qu'on va faire, on va trouver quelque chose qui va faire que mes plantes vont résister aux insecticides, mais que ça va tuer seulement les mauvaises herbes. Tout ça, c'est magnifique. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est là que ça devient intéressant parce que pour pouvoir insérer un organisme génétiquement, pour pouvoir insérer donc un gène dans un autre organisme, il y a ce qu'on appelle le gène marqueur. Le gène marqueur est un gène qui est résistant aux antibiotiques. Parce que je pense qu'il y a quelques jours, je parlais des microbes qui résistent aux antibiotiques. Et on va comprendre d'où ça vient. C'est-à-dire, quand on veut modifier génétiquement quelque chose, en plus de l'organisme nouveau, du gène nouveau qu'on veut mettre dans l'autre organisme, on va prendre quelque chose d'autre qu'on appelle le gène marqueur. Le gène marqueur, là, il résiste aux antibiotiques. Donc, on a une plante qui contient un gène qui résiste aux antibiotiques. Et il arrive que je m'en vais acheter le riz à la boutique. Or, le riz là, peut-être, est génétiquement modifié, donc contient le gène marqueur qui est résistant aux antibiotiques. Je ne sais pas si jusque-là je me fais comprendre. Quand je vais l'insérer, les scientifiques, tous les scientifiques disent que non, que c'est pas grave. Il y a un seul qui dit que lui n'est pas d'accord parce que c'est une évidence. Donc ils ont changé leur discours. Ils disent que bon, c'est possible que ça se fasse, mais bon, ce n'est pas tellement évident. Lui, il a donné des études contraires pour dire que non, vous ne pouvez pas dire ça. Donc, quand je vais ingérer l'organisme, c'est une évidence que, comme mon estomac va finir de liquéfier les aliments et que ça va arriver dans l'intestin grêle pour pouvoir acheminer les vitamines, le gène résistant aux antibiotiques pourrait se greffer dans les bactéries qui se trouvent à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que je peux développer des bactéries. C'est comme ça que je peux développer, comment je peux dire ça, des substances en moi, des organismes qui vont résister aux antibiotiques. Donc,
C'est pour ça que très souvent, il y a des gens qui sont malades, on leur donne tous les antibiotiques et puis ça ne change absolument rien dans leur santé. Absolument rien. Pourquoi? Parce que les organismes génétiquement modifiés, on a mis dedans des gènes, des organismes, voilà, des gènes marqueurs, donc des organismes qui résistent aux antibiotiques. Maintenant, là où ça va plus loin, c'est-à-dire pour leur propre consommation, donc pour notre consommation, ils ont créé par exemple des bœufs qui n'ont pas de cornes. C'est-à-dire, c'est pour présenter à tel point l'homme va s'ériger, va prendre la place de Dieu, va vouloir être Dieu. Il suffit simplement de modifier le gène qui dit que, bon, toi, telle vache, tu dois avoir cornes. Une fois qu'on enlève ça dans l'ADN de la vache, automatiquement, on a des vaches qui n'ont pas de cornes. Je veux qu'une vache produise beaucoup de lait. Il suffit que je modifie l'organisme qui fait que la vache doit produire du lait en telle quantité. Il suffit que je le modifie pour que la vache commence à produire beaucoup de lait. Donc, ça fait que les hommes, en réalité, là, ils peuvent se permettre en réalité de tout faire. Mais je vous explique un autre truc qui sera peut-être un peu technique, mais qui est important. Chaque gène qu'on a demande à notre organisme ou bien à des cellules précises de produire certaines protéines. Je reprends. Les gènes qu'on a dans notre organisme demandent à nos cellules de produire certaines protéines. Puisque on a mis dans nos cellules un autre gène. Donc, le gène là va demander à nos cellules de produire une protéine à laquelle notre corps n'est pas habitué. C'est-à-dire une protéine que notre corps ne connaît pas. C'est ce qui va provoquer les allergies. Une allergie, c'est le fait que il y a quelque chose qu'on a mangé qui produit une protéine que notre corps ne connaît pas. Donc, c'est ce qui va se manifester sous forme d'allergie. Or, vu qu'on est plus en plus en train de créer des aliments génétiquement modifiés, ça fait qu'on est en train de créer des protéines, on est en train de créer à la limite des protéines qui n'existaient pas. On est en train de créer des protéines même qui sont génétiquement modifiées, qui ne sont pas adaptées à notre corps. Et le comble, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Parce qu'au fur et à mesure que on produit des plantes génétiquement modifiées, ça crée des protéines. Et puis, notre corps n'est pas habitué, donc ça va créer beaucoup plus d'allergies. Mais même les insectes, parce qu'on a tous fait, bon, la pollinisation des fleurs, c'est-à-dire le fait que les abeilles vont partir sur la fleur femelle pour aller féconder, et la fleur mâle pour aller féconder la fleur femelle, etc. C'est-à-dire, comme la plante est complètement modifiée, même les insectes qui sont chargés de ce travail-là seront impactés, seront rendus malades par les nouveaux gènes que la plante a produits, puisque leur organisme n'est pas habitué à ça. Donc, ça va créer encore la famine. Et le problème, c'est que on sait qu'en plus des insectes, il y a le vent qui permet la pollinisation des fleurs. Mais quand le vent souffle sur une surface où les plantes ont été génétiquement modifiées, le pollen qui est dessus étant génétiquement modifié, quand ça va sur une autre culture, ça modifie génétiquement aussi l'autre culture. Donc, tu penses que tu es en train de manger quelque chose qui est original, mais en réalité,
parce que la personne n'a pas su que son champ a reçu des organismes génétiquement modifiés, il va mettre sur son emballage que non, ce n'est pas génétiquement modifié, mais sans le savoir, même sa plantation aussi est génétiquement modifiée. Et ça va nous créer encore d'autres problèmes. Autre chose, c'est que quand on arrose les plantes d'insecticides, les plantes là réagissent comme des chiffons, les racines réagissent comme des chiffons. Ça prend tout ce qui est chimique dans les insecticides. Et les scientifiques te disent que c'est dangereux, mais on ne sait pas à tel point c'est dangereux. Bon, vous ne pouvez pas dire que c'est dangereux, mais on ne sait pas à tel point c'est dangereux. Pour savoir que quelque chose c'est dangereux, il faut quand même savoir pour 5 francs à tel point c'est dangereux. Donc, voici comment, à partir des organismes génétiquement modifiés, on va nous créer des maladies, on va nous créer aussi des allergies. Mais allons-y plus loin. Il y a un scientifique, un Chinois, qui a modifié des fœtus humains. Il a modifié des jumelles pour qu'elles soient résistantes au virus du sida. C'est-à-dire, quand le VIH rentre, il va s'agripper à certaines cellules. Eux, ce qu'ils ont fait, ce que le Chinois là a fait, je ne sais pas, c'est en 2018. Il s'appelle Yi Jiankyu. Donc, il a conçu des humains génétiquement modifiés. Il a transformé leurs cellules au point où le sida, les jumelles là ne peuvent jamais contracter le sida. Bon, à première vue, on peut dire c'est bien, que c'est cool, que ça fait que maintenant là, à bas les préservatifs, tout ça, tranquille, que on va plus avoir sida, tout ça. Mais bon, ça fait un peu cliché parce que à peine je parle de sida, à peine je parle de préservatif, comme si c'était le seul moyen. Bon. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, on peut dire, mais c'est cool ce qu'il a fait. Mais en changeant l'ADN de ces filles-là, on ne sait pas à la longue ce que ça peut provoquer. Parce que quand Dieu il a créé les gènes, il n'a pas créé ça pour que sida vienne se mettre dessus. Ça sert à quelque chose. Ce qu'il a enlevé là, dans le corps humain, ça sert à quelque chose. Mais quand lui, il enlève ça juste pour ne pas que les gens aient le sida, il va changer toute la structure humaine de ces filles-là. Donc, on ne sait pas à quel danger cela peut nous exposer. Mais ça va plus loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les hommes, ils peuvent choisir eux-mêmes leur bébé. Aujourd'hui, même quand quelqu'un il a le sida, quand il veut faire des enfants, on fait fécondation in vitro. La fécondation in vitro, c'est quoi? On lave le spermatozoïde de tout ce qui est sida. On le lave, il n'a plus sida, on va féconder la femme avec. Regardez jusqu'où va la science. Ou bien si quelqu'un est malade, on prend son sperme, on enlève tous les spermatozoïdes malades, on garde que les bons, et puis on fait entrer ça dans la femme pour être sûr que l'enfant ne va pas venir avec les maladies du père. Il n'y a pas trop longtemps, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques qui ont fait que un homme peut choisir la couleur des yeux de son enfant. Oui, on est en mesure de choisir la couleur des yeux, c'est-à-dire, et puis on te donne des catalogues de bébés. Et puis tu dis, moi je veux que mon bébé soit ça. Je veux que ses oreilles soient comme ça. Donc, ils arrivent
C'est-à-dire, ce n'est plus seulement modifier, comme on appelle les aliments, mais on arrive même à modifier l'homme. Donc, le truc c'est d'arriver, c'est-à-dire Dieu il a la chance que les gens n'ont pas encore réfléchi. Je suis sûr qu'ils font, mais ça tape au dos parce que leur but là, c'est de créer l'homme. C'est-à-dire sans même avoir besoin de Dieu. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Alex Huxley. Il a écrit un livre depuis les années 1900 où dedans il présente la Terre sous un gouvernement mondial. C'est-à-dire au moment où il parlait de ça, on était encore dans la première guerre, dans la deuxième guerre mondiale. Mais lui déjà, il parlait de l'Union européenne, l'Union temps, etc. Lui, il parlait déjà de ça. Les femmes ne faisaient pas de... Au moment où il parlait dans son roman, il parle d'un monde où les femmes n'accouchent pas. Les bébés sont produits dans des... Comment on appelle? Merci, dans des laboratoires. Donc, ce sont des bébés éprouvettes. C'est eux-mêmes qui font ça dans des laboratoires. Et puis, depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils sont fœtus, on leur met des gènes pour qu'ils fassent partie de l'élite. Les autres seront des intelligents. Les autres seront des bêtes. C'est-à-dire, ils ont classifié la société en cinq genres. Les génies, les intelligents, les moins bêtes et les bêtes. Et puis, ils sont conçus déjà, c'est-à-dire déjà dans le laboratoire, ils sont programmés pour devenir l'élite. Là-bas, les femmes n'allaitent pas. Les femmes n'allaitent pas. Et puis, ce qui se passe, c'est que le culte chrétien, le culte musulman, tous les cultes sont supprimés. Il y a une seule religion. Je dis, on est déjà dans les années 45. On est dans les années 45 quand il écrit son livre. Il n'y a pas de religion. C'est un seul culte parce qu'on dit que les religions sont trop violentes. On doit faire un seul monde. Il y a des chants qui sont donnés par l'État mondial. Et puis quand tu te sens mal, il y a une drogue qu'on te donne pour que tu te sentes bien, tranquille, pour que tu te sentes à l'aise dans le monde. Et puis quand les enfants dorment, on leur fait passer des publicités dans leurs rêves. On leur fait passer des images dans leurs rêves. Il y a des images partout pour les éduquer, tout ça, pour les éduquer. Et puis, je finis rapidement. Et un jour, il y a un gars et puis sa femme qui vont se perdre en brousse. Et puis, ils vont voir ce qu'on va appeler les sauvages. Vous savez c'est qui les sauvages? Ils vont en brousse et puis ils voient une femme en train d'allaiter son bébé. Quoi? Mais c'est une sauvage, elle allaite son bébé. Dans leur monde, on ne fait pas l'amour. Et puis, ouais, mais pour ceux qui ont regardé Demolition Man, dans Demolition Man, on ne fait pas l'amour. La femme porte un casque, toi tu portes un casque. Et puis, bon, vous touchez. Voilà. Donc, il y a des gars qui viennent du passé, qui vont voir, ils vont dire, il va dire à la femme, il veut faire l'amour, il va dire, ah d'accord, il n'y a pas de souci. Donc lui, Jean, il se déshabille de façon, et puis elle lui donne casse. Ah, c'est quoi des choses comme ça? Enlève-moi le casque, il va te montrer les bonnes choses. Manou rit. Manou. Manou va dire quoi? Quel casque? Ici un yueil. Donc il arrive, il vient avec sa femme, avec sa copine en brousse. Il voit des gars qui font l'amour, quelqu'un qui allaite son bébé, mais il dit mais c'est des sauvages. Ah, les sauvages, on les cherche pour les tuer, mais c'est pas possible. On est déjà dans les années 45. Et donc il est étonné que mais c'est qu'ils font l'amour, ils allaitent leur bébé, donc ils prennent le gars, ils l'envoient en ville parce que c'est extraordinaire. Les sauvages n'existent que dans les livres d'histoire, on parle d'eux, bon, ils ont cru exister peut-être, donc
Il s'étonne, donc on l'envoie. La Périgo tombe fan d'un sauvage, parce qu'elle n'a jamais vu ça. Quoi, un sauvage musclé, braqué, poilu, façon. Lui, il ne fait pas l'amour, un casque, lui, il fait ça, au travail. Elle laisse même son gars se suicide tellement son cœur, tellement ça lui fait mal. Elle a gagné le sauvage. Le sauvage lui-même, là, la go, elle ne comprend pas l'amour, parce que eux, chez eux, l'amour n'existe pas. Ce sont des drogues qu'on te donne. Elle ne comprend pas l'amour. Donc, tellement elle-même, là, elle ne comprend pas l'amour, si je ne me trompe pas, elle-même aussi, elle se tue. Le sauvage lui-même, là, il fait tout pour que les gens changent. Les gens ne changent pas. Lui aussi, il se suicide. Et le gouverneur de l'Europe s'appelle Moustapha Meunier. Mais pourquoi c'est important? Parce que pour montrer que les hommes vont faire un peuple là, on sait que Meunier c'est Occident. Moustapha c'est quoi? Arabe. Donc, pour dire que le gars là, il va réunir tout le monde. Donc, il lui donne déjà le nom de Moustapha Meunier. Et la pochette du livre là, la première de couverture, la pochette du livre là, c'est un enfant qui est dans un globe. Je pense que j'avais vu ça, l'inspecteur Romy, c'est ça, non? Il est un bébé qui est dans un globe. Il est enfermé. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Quand par exemple, il parle de passer des publicités, passer des images dans leurs rêves. Je vous explique un truc. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques de Hitler, quand ils ont pris les Juifs, c'était essentiellement pour faire... c'est comment les scientifiques appellent ça? Des expériences. Merci, des expériences. Vous êtes tellement nombreux que j'ai le trac, donc ça fait que j'oublie. Pour faire des expériences, ils ont tout fait sur les Juifs, les expériences les plus bizarres. C'est-à-dire, on les attrape, on les cloue sur un fauteuil et puis on les bombarde d'images, on leur fait un lavage de cerveau, on les bombarde d'images. Quand Hitler a perdu la guerre, pour ceux qui se sont documentés sur les différents procès, ce sont les militaires d'Hitler que les gens ont jugés. Ils n'ont pas jugé les scientifiques d'Hitler. Bien au contraire, les grandes puissances, les Français, les Américains, les Anglais, ils se sont battus pour récupérer les scientifiques, pas seulement les recherches. S'ils se battent pour récupérer les recherches, ça, c'est mieux d'avoir celui qui a conçu la recherche que d'avoir la recherche elle-même. Ils se sont battus pour récupérer les scientifiques de Hitler. Donc, maintenant le procédé a changé. Plutôt que de nous attacher sur un fauteuil pour nous bombarder d'images, toi, si tu t'assois volontairement dans le fauteuil, et puis les images là passent devant toi. Ils ont changé ça simplement par la publicité. Ils ont changé ça simplement par les films. Ils ont changé ça simplement par les dessins animés. Mais cette fois-ci, l'acte est volontaire. Ce n'est plus qu'on t'attache, mais toi seul, tu es maintenu. Et ils disent deux trucs. La meilleure prison, ce n'est pas là où on t'empêche de sortir. La meilleure prison, c'est dans la cellule dans laquelle toi-même là, tu es et puis tu ne veux pas sortir. C'est-à-dire toi-même tu rentres volontairement dans la cellule et puis toi-même tu ne veux pas sortir. Tu es à côté, puis on te dit c'est une prison. Tu dis non, non, c'est toi qui es une prison, c'est toi qui es le sauvage. Parce que quand un juge commence à parler du système du monde, on lui dit que oh, pardon, avec vos trucs là. Et toi seul tu es dedans, les images passent, les images passent, on te fait voir tout ce que tu n'as pas envie de voir, tout ce que tu veux voir, tout passe devant toi. Dedans, il y a deux personnes qui parlaient. Je suivais une émission où il y a quelqu'un qui demande quel est le plus grand espion. Et puis le type lui dit,
le plus grand espion, c'est celui qui sait rester secret. Et le gars lui répond non. Le plus grand espion, c'est celui qui ne sait même pas qu'il est un espion. C'est lui qui est le plus grand espion. En d'autres termes, le plus grand esclave, c'est celui qui ne sait même pas qu'il est esclave. Le plus grand manipulé, c'est celui qui, pour mieux manipuler quelqu'un, il faut lui faire croire qu'il agit de son propre chef. Quand il pense qu'il a le contrôle, quand il se dit qu'il n'est pas manipulé, c'est là qu'il est manipulé. Donc voilà le système. Le système te dit liberté d'expression, liberté d'expression. Donc, on te fait croire que tu es libre. Mais, pour mieux enchaîner quelqu'un, il faut lui faire croire qu'il est libre. Plus il estime qu'il est libre, plus il ne fait pas attention au fait qu'en réalité, là, il n'est pas libre. Et puis quand vous allez constater, mais dans le fond, on n'est pas libre. Parce qu'on n'est pas libre de choisir ce qu'on doit boire, par exemple. C'est une société qui fait toutes les sucreries qu'on boit. Donc tu choisis dans quoi? Dans leur choix. Une femme ne choisit pas sa coiffure, on a mis des coiffures à sa disposition. Elle est obligée de choisir ce qu'on a mis. Elle peut pas. Elle ne pourra inventer que si, comme on appelle, elle prend ses propres cheveux pour faire sa coiffure. Or, on a créé des systèmes où tes cheveux là, ça ne pousse plus trop à cause de ce que tu manges. Donc, tu es obligé de te conformer à ce qui est là. Donc, en réalité, les hommes, on arrive dans une société où on ne choisit pas. Et j'insiste, à la fin, je vais vous donner le dessin animé dont je parle. C'est incroyable à tel point. Ils nous ont présenté certaines choses dedans. Donc, organisme génétiquement modifié, je pense qu'on en a fini avec... Voilà, je finis avec les organismes génétiquement modifiés. Quand on a un organisme génétiquement modifié, il résiste à beaucoup de choses. Non seulement il est résistant, mais il produit beaucoup plus. Or, on sait que ce qui est à la mode, en réalité, ce sont les cultures commerciales. Donc, un organisme, une plante, une culture génétiquement modifiée, non seulement est résistante et produit plus, ils sont en train de créer même des plantes qui résistent à la sécheresse. Vous imaginez des plantes qui résistent à la sécheresse. Ben, en fait, ce qu'ils mettent en avant là, c'est ce qui paraît bien pour l'humanité, que vous qui êtes en Afrique, qui souffrez de la famine et puis de la sécheresse, ne vous inquiétez pas, on va vous apporter des organismes, des plantes qui résistent à la sécheresse. Non, on vous aime, mais le problème c'est que c'est vos dirigeants qui vont payer. Ça sera cher, mais si vous n'avez pas l'argent pour payer, ce n'est pas un problème, ça va être crédit. C'est pas tellement un souci. Si vous ne pouvez pas payer, ce n'est pas grave. Vous avez des minéraux, on peut les exploiter. Nous, ça ne nous dérange pas. Ça se trouve dans la plantation de quelqu'un. Ah, mais là, débrouille-toi, quoi. Mais sinon, on vous aime, on veut vous sauver de la faim. Donc, le problème avec les plantes génétiquement modifiées, c'est que les graines que ça produit, là, on ne peut pas... Il y a une catégorie qu'on ne peut pas planter. Il y a une autre catégorie, quand on la plante, ça ne produit pas de la même manière, ça ne produit pas en quantité. Donc, des sociétés ont réfléchi pour créer des graines. Par exemple, je dis n'importe quoi, des noyaux de mangue. Tu mets ça en terre, ça te donne ton arbre, ça donne beaucoup de mangue, mal zinzin même. C'est-à-dire, il n'y a même plus arbre, ça devient... On ne peut même plus appeler ça mangue, on appelle ça arbre mangue. Tellement il y a mangue dessus. Mais le problème, c'est que quand tu vas prendre là, quand tu mets, ça va reproduire. C'est-à-dire, ça va, quand tu prends, quand tu coupes la mangue, que tu veux planter le noyau, c'est vrai, ça va donner un arbre, ça va donner des mangues, mais la production ne sera pas pareille à la source. Vu qu'on est dans le commerce, on a besoin d'argent, donc tu vas aller racheter la graine chez les sociétés qui produisent la graine. Ça fait que quoi? Ça fait que finalement,
ce sont les sociétés qui décident de ce qu'on doit planter et de ce qu'on ne doit pas planter. Donc ce sont eux qui vont décider de ce qu'on mange et de ce qu'on ne doit pas manger. C'est eux qui vont décider de qui plante et de qui ne plante pas. Comme ça coûte cher, ça va donner un avantage aux pays riches, ça va donner un désavantage aux pays pauvres. En plus, pour s'aimer un organisme génétiquement modifié, il faudra avoir l'accord du gouvernement. Donc c'est finalement le gouvernement qui va décider de qui plante, de qui ne plante pas, de quoi on plante, de quoi on ne plante pas. Donc ils vont gérer encore ce qu'on doit manger. Donc regardez jusqu'où ça va le fait de modifier génétiquement les aliments. Et puis, c'est 6 sociétés dans le monde qui détiennent 75% de tout ce qui est agroalimentaire dans le monde. Ils sont 6. Donc, en réalité, là, ce qu'on plante pas là, c'est 6 grandes sociétés qui régissent ça dans le monde. Or, on est combien de milliards pour 6 sociétés qui détiennent 75% du marché? Rassurez-vous, ce ne sont pas des sociétés africaines. Livre 40, page 24, paragraphe 1. De la nécessité de manger de la nourriture digne. Livre 40, page 24, paragraphe 1. De la nécessité de manger de la nourriture digne. Faites l'œuvre de Dieu fidèlement dans ce monde et faites de votre mieux dans votre vie et jouissez aussi de la joie que Dieu vous donne. Beaucoup de nos saints ne mangent pas beaucoup parce qu'ils sont au régime. Mais néanmoins, mangeons de la nourriture saine délicieuse pour fortifier nos corps pour cette tâche. Les enfants devraient demander à leurs parents de leur acheter des choses délicieuses et les ouvriers devraient aussi acheter de la nourriture délicieuse et la partager les uns avec les autres et vivre une vie heureuse et digne. Voilà, donc on doit manger dignement. On doit manger de la nourriture saine, de préférence une nourriture qui n'est pas génétiquement modifiée. Alors, vous comprenez, à la longue, le projet, c'est vrai que le projet, c'est peut-être écrit petit et puis on ne s'en rend pas compte. Mais le projet de l'Église est vraiment grand. Parce que le projet de l'Église, en réalité, quand vous l'étudiez, c'est de créer un État dans un État. C'est de créer notre éducation. C'est de créer nos hôpitaux. C'est de créer nos aliments. À la limite, c'est de ne pas subir le monde dans lequel on est. Quand vous allez bien étudier le projet, vous allez voir que c'est un projet pour contrer le système dans lequel on est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, tout ça. Donc, le truc, c'est de prier, demander à Dieu de permettre qu'on ait des terres pour nos cultures, pour nos aliments, parce que tout ce qu'on mange, en réalité, ça nous joue des tours sur notre santé. Ça détruit notre santé. Donc, il est important de prier pour l'achat de notre forêt et de la création de notre campement, afin qu'on puisse y aller. On va voir les juges qui estiment que pendant longtemps, ils ont été planteurs, cultivateurs, qu'ils avaient les chiens à 3 pattes qui mangeaient les gazelles, le chien des inspecteurs à Seine qui avait 3 pattes qui tuait les éléphants, tout ça, dans la brousse. Les inspecteurs, ils voient qu'ils faisaient les pièges dans la forêt du Banco depuis la Maca jusqu'à... Tout ça, on va voir ça. On va voir ça dans notre campement.
on va voir les pièges, les trucs, tout ça, on va... Donc c'est vraiment important le cahier de projet parce que les gars ne sont pas là pour nous aider avec leur soi-disant aide pour dire qu'on va vous apporter des plantes qui résistent à la sécheresse parce que bizarrement la sécheresse c'est eux qui la créent à partir de la loi de Nikola Tesla. C'est envoyer des ondes pour pouvoir modifier l'atmosphère. Donc non seulement ils créent la sécheresse, or pour rendre quelqu'un dépendant, il faut créer la pénurie. Donc une fois qu'il y a une pénurie de quelque chose, moi je viens te présenter ce dont tu as besoin. Donc la publicité en réalité là, ça vise à créer la publicité. Je vous explique le concept de la publicité. C'est de te faire croire que tu as besoin de quelque chose, or en réalité tu n'en as pas besoin. Mais la publicité est là pour te dire qui t'a dit que tu n'en as pas besoin? Tu as besoin. Donc, à la publicité et à la télévision, par exemple, on te fait une publicité de... Bon, je pense qu'ils vont me payer dans les années à venir. On te fait une publicité de Kinder Bruno, non? Ou bien Bueno. On te fait une publicité de Kinder Bueno et puis on te dit, regarde comment c'est crémeux. Ah, regarde comment c'est doux, c'est délicieux, c'est croquant, c'est moelleux. Croquant, fondant. Bon, c'est-à-dire... Le concept même là, ça n'existe pas dans le monde. Quelque chose qui est croquant, mais qui est fondant. Là là, oh. Et puis il y a quelqu'un qui mange et puis il croque. Et puis tu regardes. Kinder croquant fondant. Tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. Mais quand tu as vu ça à la publicité, tu ne vas pas te rendre compte. Mais tu as envie de... Tu as besoin de ça. Un coup, tu ne sais pas comment. Ah, c'est ça la publicité. La publicité est là pour te dire que qui n'a pas besoin de ça. Tu as besoin de ça. On te dit que si t'es IRA, t'es cool. Plus confiance, si t'es IRA, t'es cool. C'est fini. On t'a dit que ça là, si tu as ça, c'est que tu es IRA, c'est que tu es cool. Un autre truc, c'est par exemple, je vais parler un peu de la cigarette. C'est-à-dire, tous les gars font des publicités pour dire que la cigarette, c'est pas bon. Eux tous, ils font ça. Que abus dangereux pour la santé, interdit au moins de 18 ans. Eux tous, ils disent ça. Mais si vous avez remarqué dans les films, les stars, souvent même l'acteur principal du film, ou bien la go qui est sexy dans le film, elle fume. Donc, en même temps qu'on te dit que c'est dangereux, mais en même temps que dans le film, tu vois une go sexy, tu vois le brave qui frappe tout le monde. Quelqu'un finit de fumer, il prend sa cigarette. Je vous ai frappé, je suis fort. Donc, le truc c'est quoi? La publicité c'est quelque chose d'incroyable quoi. Aujourd'hui, tu perds ton téléphone, c'est comme si tu avais perdu une partie de ta vie. C'est au point où on se tourne, mais comment les gens vivaient sans téléphone? À leur temps, il n'y avait pas de téléphone. Mais ils prenaient de la nouvelle comment? À tel point que quand tu demandes après quelqu'un, on te dit, hi, tu as son numéro et puis tu demandes après lui. Bon, ce que les gens d'avant, ils faisaient comment? On se demande, mais comment ils communiquaient sans téléphone? Mais ils draguaient comment? Aujourd'hui, c'est-à-dire, aujourd'hui, tu n'as pas de téléphone, tu ne peux même pas draguer parce que c'est quoi une drague sans téléphone? C'est un jus de fruits amer. C'est pas possible, c'est une ampoule sans lumière. Mais les gars, ils vivaient sans téléphone. Mais c'est incroyable, Fabio. Tu imagines une semaine sans téléphone. Mais il attrape ce cœur, il est mort. Une semaine sans téléphone, il n'a pas plus suivi. Une vie sans Facebook, sans WhatsApp, mais tu es isolé, tout le monde te demande, mais non, va sur WhatsApp, va sur Facebook, tu n'es au courant de rien, c'est pas possible. Tu ne regardes pas le journal, un matin ils vont venir, ils vont te vendre. Donc c'est au point où les gens d'avant là, ils vivaient comment? Ils ont réussi à nous dire que vous avez besoin de quelque chose,
dont en réalité, vous n'avez pas besoin. Mais qui vous a dit que vous n'avez pas besoin? Vous avez besoin de ça. C'est devenu une obligation. C'est ce qu'on appelle simplement quelqu'un qui est manipulé ou bien quelqu'un qui est enchaîné mais qui ne le sait pas. C'est-à-dire lui-même, c'est-à-dire de façon volontaire, lui-même, il vient mettre sa main sur ce truc. Voilà, c'est ça mon nom, c'est ça. Les statuts, tout ça, papa. Tout le monde est colonisé dans les trucs statuts maintenant. Et puis on met tout sur WhatsApp, on met tout sur Facebook, tu mets ta date de naissance. Quand tu t'en vas dans un lieu, tu prends photo selfie. Tu donnes ta position déjà. Merci ma grande. Tu donnes ta position déjà. Tu prends ta photo et puis on met lieu. Localisation. Position, quoi. Donc, quelqu'un qui est assidu sur ton Facebook connaît tous les lieux que tu fréquentes. Et puis avec la technologie 5G qui va venir, j'espère que j'aurai l'occasion d'exposer dessus, mais la 5G c'est un truc de malade quoi. La 5G, les choses vont aller 10 fois plus vite, c'est-à-dire tu pourras télécharger un film en haute définition en quelques secondes. Tu pourras partager plus d'informations. On te dit que c'est ça qui est bon. Or la 5G demande beaucoup plus d'antennes. Beaucoup plus d'antennes demandent beaucoup d'ondes. Or, les ondes de la 5G, les fréquences ondulatoires de la 5G sont plus puissantes que pour la 4G. Donc, ça fait que ça crée beaucoup de problèmes encore. Donc, on aura davantage des problèmes d'AVC, des problèmes de tension, des problèmes d'insomnie. Et puis, je disais une fois que les ondes agissent sur la puberté. Ça fait que les jeunes filles se forment plus vite, les garçons se forment plus vite. Étant formés plus vite, ils sont plus attirés, ils sont plus esclaves, ils sont plus enclins au désir sexuel. Mais ça ne sera pas simplement le fait de le dire, mais on va rentrer dans les détails pour voir comment les ondes agissent dans notre cerveau sur un système qu'on appelle la glande pinéale. Et vous allez voir comment ça agit à travers de la glande pinéale sur la puberté de la femme, la puberté de l'homme, et comment ça nous pousse à vouloir se toucher, à vouloir avoir des rapports sexuels. Je ne vais pas dire crac, inspecteur Eva. Donc, on doit chercher de la nourriture digne. De la nourriture digne. Ne nous disons pas comment ça va arriver, comment on va faire, prions. On va avoir notre petite forêt. C'est tellement important. C'est tellement important. Là où ça sera important, ça sera avec l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que dans les manuels scolaires, on apprend le sexe à l'enfant. Dans les manuels scolaires, on apprend à l'enfant. Comment on peut apprendre à des enfants au primaire je ne sais pas si c'est arrivé ici, mais en Europe, on leur apprend ce que c'est que le consentement. Que c'est quoi le consentement? C'est quoi vouloir? Et puis, on dit aux enfants, voici ce à quoi sert le sexe, tout ça. Mais le truc, c'est que sur les images, on présente un police, c'est-à-dire on présente l'autorité. Pour manipuler, il y a deux choses, il y a la masse et puis il y a l'autorité. C'est-à-dire, si on prend plusieurs personnes, si on montre plusieurs personnes en train de faire quelque chose, c'est évident, toi aussi, que sans t'en rendre compte, puisque tout le monde fait, toi aussi, tu vas suivre le principe de la masse. Ils ont fait une expérience. Normalement, quand on rentre dans l'ascenseur, on se tourne directement vers la porte de l'ascenseur. Donc, ce qu'ils ont fait, il y a des gens qui sont rentrés, puis ils ont fait dos. Ils ont tourné dos à l'ascenseur. Et puis, il y a un qui, lui, il n'est pas au courant de l'expérience. Il ne sait pas que c'est lui-même qui est le cobaye de tout. Donc, il rentre. Il voit que tout le monde est tourné. Mais c'est un réflexe. Il s'arrête en face de la porte. Mais tout le monde est tourné. Donc, il cherche tous les moyens pour se tourner. Non, il regarde sa montre un peu. Il regarde. Et puis, lentement, il se tourne aussi. C'est le principe de la masse.
une fois que tout le monde est en train de faire quelque chose, si je dis au juste Momo, pardon, j'ai un souci, je veux que tu marches de Niangon jusqu'à la place de la République. Merci. Mais si tout le monde se lève pour dire allons-y libérer le président ou bien quoi, on a vu ici qu'on s'est levé. Si tu manges, arrête de manger. Si tu dors, arrête de dormir. Lève-toi. La masse se lève, floupe à la place de la République. Ils ont marché, ils ne savent même pas. Et puis le lendemain, on a marché. Aïe, mon pied me fait mal. Principe de la masse. Le deuxième principe, c'est le principe de l'autorité. Une fois qu'il y a quelqu'un que tu respectes, qui est en train de faire quelque chose, il y a des risques que tu fasses la chose. Même si tu n'es pas d'accord. Tu vois un grand cuisinier, tu veux quelque chose, tu sais que c'est pas deux, puis le cuisinier te dit quoi? Ça, c'est très bon. C'est moi qui vous le dis. Ça, c'est vraiment bon. Vous allez voir que ce que vous n'aimez pas là, vous allez commencer à... Ça va vous plaire? Merci Kobo. Drogba et la grosse bière. Même les chocos vont commencer à boire. Le terme grosse bière devient péjoratif. Donc on va dire je bois Drogba. Donc le gars même qui a honte en réalité de boire la grosse bière va dire que je suis en train de boire Drogba. C'est le nom de caresse de la grosse bière. Et puis, rapidement, aujourd'hui, j'ai vécu un truc comme ça. Je m'en vais acheter igname. Je dis, je ne veux pas igname chaud. Je ne veux pas piment. Je ne veux pas huile. Elle dit, d'accord. Donc, je dis, je veux igname. Je ne veux pas chaud. Elle dit, d'accord, mais de mettre piment, c'est la vendeuse qui me dit ça. Une maman, de mettre piment, je dis, non. Elle me dit, ah, tu ne veux pas ce qui est chaud, tu ne veux pas piment. Qu'il faut prendre piment, c'est très bon. C'est-à-dire, c'est quand je l'ai quitté que je me suis ressassé la scène et puis j'ai dit, ah, quelque chose que tu as étudié toi-même. Et puis, elle me dit, c'est très bon. C'est sorti seul. Ah, d'accord. Faut mettre. Je ne veux pas piment. Hein. Je lui dis, faut mettre. Elle me dit de mettre huile. Je lui dis, non, faut pas mettre huile. Elle dit, ah, mais piment là, ça pique tellement, ça pique. Attends, je vais mettre huile, comme ça ne va pas trop te piquer. Je ne voulais pas huile. Elle a mis huile. Et en même temps, elle enchaîne. Bon, comme j'ai mis huile et puis j'ai mis piment là, attends, je vais mélanger igname froid là avec igname chaud. C'est-à-dire, elle m'a fait, non, c'est... Et puis c'est tellement le contact. C'est tellement rapide que c'est... Tu comprends maintenant? Si on fait juste l'impression, ils sont de la merde. C'est tellement... C'est-à-dire, elle m'a dit, elle va mélanger. J'arrive à la maison, je ne contrôle pas. C'est-à-dire, pendant qu'elle sert, je ne contrôle pas ce qui est chaud, ce qui est froid. J'arrive à la maison, tout ce qu'elle m'a donné là, tout est chaud. C'est-à-dire, je me retrouve avec un plat que je n'ai pas voulu. Je me retrouve avec des ignames chaudes, un piment, plus de l'huile. C'est parce qu'elle a eu pitié de moi. Sinon, elle pourrait me dire, mais avec tout ça là, si tu as mis œuf dedans. Merci. C'est le principe, quoi. Donc, les enfants, pour parler du sexe là, on leur demande c'est quoi le consentement. On leur explique c'est quoi vouloir. On leur parle du sexe. Et puis, pour parler de sexe là, on présente un policier, une grand-mère. Oh, ce genre de choses là, c'est des symboles pour les enfants. On dit à un enfant, il faut faire confiance à un policier. On dit à un enfant que ta grand-mère, tu dois l'écouter. Mais quand dans son manuel, on lui parle de sexe, et puis on présente un policier, on présente une grand-mère, on présente des trucs, pour lui, ça devient quelque chose qui n'est pas tabou. Ça devient quelque chose qui n'est pas sacré, qui n'est pas caché, puisque bon, on en parle depuis qu'il est petit, depuis qu'il est à l'école. Automatiquement, ça fait que
l'enfant, quand il sait à quoi sert le sexe, que ça donne du plaisir, ça fait quoi, etc., etc., et puis il voit qu'il y a un policier qui est là, il y a une grand-mère qui est là, et puis on lui parle de sexe, automatiquement, ça ne le dérange pas de vouloir pratiquer, puisqu'on lui a expliqué c'est quoi le consentement. Donc, on lui dit que c'est quand tu veux faire que tu dois faire. Si tu ne veux pas, c'est qu'on t'a agressé. Mais quand pendant tout ce temps, tout ce qui est autour de lui comme alimentation, comme image, comme publicité le pousse au sexe, dès l'instant où il veut, dès l'instant où il ressent le désir, on lui a dit à l'école que tu dois faire ça quand tu... Dans l'instant où il a le désir qui peut manifester ça, il fait. N'oublions pas qu'on lui dit que tu es dans une société libre. Il y a plus de pédophilie. Donc, dans le fond, ce qu'on est en train de viser, c'est le fait qu'il n'y ait plus en réalité de pédophilie. Que s'il veut, toi tu veux, mais c'est quoi qui est le problème? Petit à petit, on est en train de briser le principe de pédophilie. Tu ressens le plaisir, c'est un garçon, tu es un garçon. C'est quoi le problème? Est-ce que tu veux? Oui. Est-ce que toi aussi tu veux? Allons aller pour la capitale. Or, en créant nous, notre école, déjà on pourrait apprendre à nos enfants les dangers qu'il y a dans avoir prématurément des rapports sexuels. En créant notre école, ou bien en créant notre école, on pourrait déjà apprendre à l'enfant les aliments qui sont bons pour sa santé et les aliments qu'il doit éviter. D'où l'importance de la réalisation du cahier de projet. Ne nous disons pas que le cahier de projet, ah, vraiment, ça là, c'est pas pour maintenant. Mettons les bases. Parce que quand les illuminés, ils ont fait leur projet, ils ne se sont pas dit que, ah non, ça là, non, c'est tellement grand que, non, ça là, c'est pas la peine. Ça là, on va pas voir. Ils ont posé les bases. Leurs enfants, ils leur ont présenté les bases et leurs enfants ont continué là où ils se sont arrêtés. C'est de cette même manière aussi que si nous, on veut créer un contre-système, posons d'abord les bases. Comprenons parfaitement le système que nous-mêmes on veut créer. À nos enfants, éduquons-les dans ce système-là, afin qu'eux, ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs que nous, ou bien ils ne repartent pas à zéro, mais qu'ils continuent là où nous on s'est arrêtés et que la génération qui va suivre puisse continuer là où eux ils se sont arrêtés, afin que ce projet-là puisse voir le jour. Et on doit vraiment chérir ce projet, on doit le connaître par ailleurs. Livre 40, page 48, paragraphe 1. Coup d'œil sur les changements climatiques anormaux. Ça sera le dernier puisqu'il est 20h53. Livre 40, page 48, paragraphe 1. Cet été est attendu comme devant traverser quelques fluctuations extrêmes dans le modèle météorologique à cause des changements climatiques anormaux causés par l'effet de serre. Bien que le monde soit rempli de tels développements inquiétants, je suis certain que tout ira bien, car Dieu est vraiment avec nous. Voilà, donc pour nous les justes, tout ira bien, car Dieu est vraiment avec nous. Donc, utilisons les techniques que le Respo Amos nous donne. Faisons confiance en notre pharmacie, donc qui est tenue par Kobo, le responsable Amos, et puis certains juste dans d'autres zones. Pourquoi pas, prions aussi pour avoir d'autres médicaments naturels. Chacun de nous a un village. Bon, je ne parle pas des zébriers, puisque les zébriers n'ont plus de village. Ou bien à Bagan. Donc chacun de nous a un village. On dispose encore de certaines terres à la longue. Un juste, il a une terre
il peut déjà la mettre. J'encourage ça. Ce n'est pas de trucs, mais j'encourage en tout cas les justes à vraiment penser à ce concept, à cette idée qui doit vraiment prendre forme de création de campements et puis pour pouvoir en tout cas avoir de la nourriture traditionnelle. Bon, je dis pas de la nourriture traditionnelle, de la nourriture naturelle. Voilà, ça sera vraiment important pour notre santé. Vous imaginez si on a des campements un peu partout en brousse, dans la Côte d'Ivoire, ça va vraiment nous faire du bien. C'est vrai que les gens vont nous prendre pour des fous, pour dire que vous êtes dans une secte, vous partez au village, c'est quoi ça? Mais nous, on sait ce qu'il y a dedans. Donc sur ce, on va s'arrêter et que Dieu raccompagne chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.